1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 21 juillet 1969. Le drapeau américain flotte sur la Lune. Les États-Unis viennent de remporter une incroyable victoire technologique et symbolique face à l'Union soviétique et ils s'imposent comme la puissance spatiale dominante. Mais aujourd'hui, le paysage est en train de changer. La Chine monte en puissance, des entreprises privées créent une nouvelle économie du spatial et des projets de long terme visent à établir des bases lunaires habitées, première étape avant la planète Mars. Alors qui domine l'espace? Quelles sont les rivalités? Et surtout, pourquoi le spatial est un enjeu majeur aujourd'hui? Et pour répondre à ces questions, j'ai collaboré avec la revue Questions Internationales qui a consacré tout un dossier au spatial et à la Lune. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Alors pour répondre à la question qui domine, il y a deux métriques que l'on peut regarder. C'est le budget alloué au spatial des différents acteurs et le nombre de satellites mis en orbite. Et niveau budget, c'est assez simple. Le secteur du spatial dans le monde en 2024, c'était environ 135 milliards de dollars, dont 80 juste pour les États-Unis. Donc au moins, c'est clair. Viennent ensuite la Chine et l'Europe avec moins de 20 milliards, puis la Russie avec 4 milliards. Alors la Russie, elle dépense moins, mais elle a tout de même un capital technologique du fait qu'elle est un acteur du spatial depuis 70 ans. Et puis ensuite, on va retrouver de plus petits acteurs, comme le Japon avec 7 milliards tout de même, et l'Inde avec 2 milliards. Les États-Unis dominent donc largement en termes de budget, et en plus de ça, ils ont eux aussi un capital technologique, puisque ce sont ceux qui investissent le plus massivement dans le domaine depuis toujours. Alors ensuite, on peut dégager plusieurs modèles parmi ces acteurs. Aux États-Unis est arrivé le modèle du New Space depuis le début des années 2000. Le New Space, ça signifie en fait l'apparition dans le secteur spatial d'entreprises privées. Par exemple, en 1998, une loi aux États-Unis oblige la NASA à employer des lanceurs privés dès que c'est possible pour ses programmes. Le but en fait, c'est de favoriser l'émergence d'acteurs privés autonomes par rapport aux agences gouvernementales et en premier lieu la NASA. Et du coup, de permettre le développement du secteur privé, qu'il trouve sa propre dynamique économique sans être dépendant des commandes étatiques. Alors évidemment, il y a une entreprise qui vient tout de suite à l'esprit, c'est SpaceX d'Elon Musk, qui est parvenu à ramener en un seul morceau ses fusées sur Terre. Mais ce n'est pas la seule, il y a plein d'entreprises, de sous-traitants qui travaillent maintenant dans le secteur. Et le New Space, ça permet notamment de baisser les coûts de lancement des fusées. Pour vous donner une idée, en 1995, le coût de lancement d'une fusée pour la NASA, c'était environ 25 000 € le kilo. Puis en 2008, le coût pour la Falcon 1 de SpaceX était de 9 000 € le kilo, et en 2020, on était à 900 € le kilo. Donc ça a vraiment diminué les coûts. Ensuite, on a le modèle chinois où l'État coopère avec des entreprises privées qui sont incitées à investir dans le secteur, mais toujours avec un contrôle gouvernemental. Le modèle russe, quant à lui, est quasi totalement centré sur l'État. La Russie a en fait du mal à investir dans le spatial et se repose de plus en plus sur ses partenaires, et notamment sur la Chine. L'Europe, de son côté, eh bien, c'est l'Europe, elle est fragmentée et c'est toujours compliqué d'avoir une coopération vraiment efficace en termes de choix industriels et d'harmonisation des budgets. Alors on a l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est le programme spatial commun. Elle compte 23 États membres, 3 associés et 5 coopérants, et pas seulement des membres de l'Union européenne. En fait, l'Europe, malgré ses compétences dans le domaine, souffre vraiment d'une faiblesse géopolitique du fait de son modèle de gouvernance. Le Japon, de son côté, lui, est plutôt dépendant des États-Unis, et la petite taille de son marché intérieur ne lui permet pas de réaliser de gros investissements. Les ambitions sont donc moindres. Et du côté de l'Inde, il y a un programme gouvernemental qui est vraiment central, c'est le programme ISRO. L'Inde aimerait voir des acteurs privés investir dans son spatial, mais elle peine à en trouver, même si elle parvient quand même à réaliser des prouesses avec un budget vraiment limité. Donc voilà pour les budgets et les modèles, mais je vous disais que la domination spatiale, elle se mesure aussi en fonction du nombre et de la qualité des satellites mis en orbite par les différentes puissances spatiales. Et sur cette carte, vous voyez représenter les États ou associations d'États, notamment pour l'Europe avec l'ESA, capables de fabriquer et lancer des satellites de manière autonome. Et maintenant, sur ce graphique, vous voyez le nombre de satellites lancés par année depuis 1957 par les plus grandes nations spatiales. C'est clair, on a encore une fois une domination des États-Unis et on note une forte augmentation ces dernières années du côté de la Chine. Et aujourd'hui, sur les environ 15 000 satellites actifs en orbite fin 2024, 8 000 étaient américains, dont 80% issus du secteur privé. Alors pour autant, ces chiffres sont un peu biaisés car il faut quand même préciser que les 2/3 des satellites américains appartiennent à SpaceX et font notamment partie de sa constellation Starlink.
Alors Starlink, c'est plusieurs milliers de satellites qui servent à fournir une connexion Internet. Ils sont placés en orbite basse pour offrir le minimum de latence aux utilisateurs et sont du coup plus rapides. Donc un satellite Starlink va rester assez peu de temps accessible par un utilisateur sur Terre, et pour pallier ce problème, l'idée de constellation de satellites a été mise en place. En gros, en tant qu'utilisateur, votre appareil connecté à Internet via Starlink va en permanence changer de satellite pour avoir une connexion, et il faut donc beaucoup de satellites. Tout ça pour dire que ça biaise un peu les chiffres du nombre de satellites en orbite, vu que le principe même de Starlink est basé sur le nombre. Alors ensuite, au niveau des orbites, vous le voyez ici, on a l'orbite basse qui se situe entre 200 et 2000 km d'altitude, ensuite l'orbite moyenne de 20 000 à 35 786 km, et puis au-delà, on a des orbites hautes jusqu'à atteindre des zones où la gravité terrestre n'est plus assez forte pour mettre des objets en orbite. L'orbite basse est la plus utilisée, car c'est là qu'on va retrouver notamment les satellites de télécommunication, qui sont très nombreux. En gros, vous avez Starlink aux alentours de 500 km, la Station spatiale internationale elle est à 408 km, vous avez aussi des satellites météo vers les 800 km, etc. Et sur ce graphique, vous voyez le nombre cumulé de satellites par usage. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les commerciaux sont plus nombreux, et leur nombre explose depuis 2019 du fait de l'arrivée de Starlink. Mais on voit aussi une augmentation des satellites civils et de recherche scientifique, qui représentent 21,7% du total, et également une augmentation de satellites bien plus stratégiques, ce sont les satellites militaires, qui représentent 15,9% du total. Et là, on entre dans la catégorie des satellites gouvernementaux. Et d'ailleurs, si on ne s'intéresse qu'à eux, ce qu'on peut voir, c'est que les États-Unis sont toujours en tête, avec environ 350 satellites gouvernementaux, mais suivis de très près par la Chine, qui en ont environ le même nombre. Puis on est aux alentours des 200 pour l'Europe et la Russie, et entre 60 et 70 pour le Japon et l'Inde. Et les satellites militaires, s'ils sont peu nombreux, sont déterminants sur le champ de la domination militaire. La première utilisation avait été faite par les Américains lors de la guerre du Golfe en 1991, en utilisant des satellites de guidage et de positionnement pour fournir en information les troupes au sol. Et aujourd'hui, on voit encore qu'ils sont indispensables, notamment en Ukraine, où le renseignement par satellite américain est indispensable aux forces armées ukrainiennes. Mais des satellites américains ont également été utilisés par la France, notamment durant l'opération Barkhane au Sahel, que ce soit dans le domaine du renseignement ou même pour permettre aux drones français de voler dans la zone. Et on peut aussi noter que des États tels que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis cherchent également à se doter de satellites militaires, car ils savent que ça pourrait leur donner un avantage et une autonomie stratégique, notamment dans leurs ambitions de domination régionale. La militarisation de l'espace est donc un enjeu majeur qu'il faut encadrer, et le traité sur l'espace de 1967 tente de le faire en posant les bases. Vous voyez les États qui ont ratifié ou seulement signé ce traité sur la carte. Il tente d'imposer une utilisation pacifique de l'espace, notamment dans son article 4, je cite « Les États partis au traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes de toute autre manière dans l'espace extra-atmosphérique. Tous les États partis au traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. » C'est donc une bonne base, mais il y a plusieurs angles morts. Ici, on ne parle que d'armes nucléaires ou de destruction massive, donc ça n'empêche pas d'embarquer d'autres types d'armes et par exemple de tester la destruction de satellites sur ses propres satellites. En gros, une militarisation, voire une arsenalisation, mais sans objectif d'agression, peut être présentée comme pacifique. Ce traité rend donc possible le fait de jouer avec la limite, de se montrer prêt à utiliser l'espace comme champ de bataille, mais sans violer aucun traité. Il y a donc la nécessité de conceptualiser de nouveaux traités plus contraignants. Et enfin, on voit que l'usage dual n'est pas empêché non plus. L'usage dual dans notre contexte, c'est l'utilisation de technologies à l'origine destinées à un usage civil pour un usage militaire. Ça peut être des technologies de GPS ou de prise d'images satellite par exemple. Alors au milieu de la question de la domination de l'espace, il y a un sujet à plus long terme, c'est celui de l'exploration, voire de l'exploitation de notre satellite naturel, la Lune. Et je vous disais donc que cette vidéo, elle est réalisée en collaboration avec la revue Questions internationales de la documentation française, qui a consacré un numéro entier à ce sujet, et c'est le moment de vous en parler. Questions internationales, c'est un bimestriel qui propose des dossiers complets sur différents sujets. Donc là, vous avez celui sur le spatial, c'est 17 articles sur environ 150 pages, écrits par des experts de leur domaine, donc des diplomates, des politologues, des historiens, des économistes, juristes, etc. Et vous le voyez, on a des infographies, des cartes, des synthèses pour rendre le contenu plus accessible et compréhensible, comme je le fais en gros sur la chaîne. Et celui-là, il parle du spatial et de la Lune, mais il y a d'autres sujets. Par exemple, ici, on en a un sur le nucléaire, le retour de la menace. On a aussi sur les deux Corées, par exemple.
On en a d'autres sur la gangstérisation ou sur la démographie. Donc c'est des sujets intéressants et d'actu, mais sans non plus tomber dans le rush de l'actu chaude. Question Internationale prend le temps de traiter ces sujets en profondeur. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce numéro, sur le spatial et la Lune, si le sujet vous intéresse. Et concernant la Lune justement, il y a 2 grands projets concurrents. Le projet Artemis, lancé en 2019 et mené par les États-Unis, et le projet ILRS, ou Station de recherche lunaire internationale, lancé en 2021 et mené cette fois par la Chine et la Russie. Alors le programme Artemis, ce sont aussi des accords, les accords Artemis, dont vous voyez les signataires sur la carte. Les signataires s'engagent à coopérer dans le cadre de ce projet visant à ramener des humains sur la Lune aux environs de 2030. À moyen terme, l'objectif c'est d'établir une base lunaire habitée près du pôle sud où se trouve notamment de l'eau glacée. Et à plus long terme, l'objectif c'est d'exploiter les ressources de la Lune, entre autres pour préparer cette fois les missions martiennes. Le programme Artemis voit une implication massive du secteur privé, et ça en cohérence avec le principe du New Space. Et puis ensuite, on a le programme sino-russe ILRS, donc vous voyez également les membres sur la carte. Et là, le but, c'est aussi de créer une base lunaire, mais robotisée dans un premier temps, donc sans présence humaine, également aux environs de 2030. Et par la suite, l'idée serait également d'y envoyer des humains et de préparer des missions martiennes. Alors la présence sur la Lune, elle entraîne forcément l'exploitation de ressources sur place. On a déjà parlé de l'intérêt pour l'eau glacée qui se trouve au pôle sud, mais ces programmes comptent également utiliser le régolithe lunaire, c'est-à-dire la poussière qui se trouve sur le sol de la Lune. Ça servira en fait à imprimer en 3D les éléments nécessaires à la construction et à l'agrandissement des bases lunaires. Et en réalité, l'intérêt des ressources lunaires se trouve surtout dans l'utilisation locale de ces ressources. La plupart des matériaux présents dans les roches lunaires sont en fait déjà présents sur Terre, et leur exploitation ne répondrait à aucune logique rentable. Le seul éventuel contre-exemple, ce serait l'hélium-3. C'est un isotope léger de l'hélium et quasiment absent sur Terre. Cet isotope, il peut servir en fait à la fusion nucléaire, et une seule tonne d'hélium-3 pourrait avoir l'équivalent énergétique de 100 millions de barils de pétrole. Ça le valoriserait donc à plusieurs milliards de dollars la tonne. Mais son exploitation reste très hypothétique. La concentration d'hélium-3 dans les roches lunaires est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 0,0000002%, ce qui est plus bas que les rares gisements trouvés sur Terre. Et les prototypes de réacteurs nucléaires en test aujourd'hui ne fonctionnent même pas à l'hélium-3. Donc il faudra attendre des réacteurs de 2e ou 3e génération, prêts à un emploi industriel, pour que l'hélium-3 lunaire représente un intérêt. Et tout ça en supposant que son extraction soit techniquement faisable et rentable sur les plans énergétiques et financiers. Bref, on en est encore très loin, c'est pas avant le siècle prochain. Mais finalement, quand on prend du recul, c'est en cohérence avec le domaine du spatial en général. Le spatial, ça prend du temps, c'est du long terme. Alors ok, le coup de l'hélium-3, c'est vraiment du très long terme. Mais même si on prend les bases lunaires ou la préparation des missions martiennes, ce sont des projets à horizon de plusieurs décennies. Donc ce n'est pas étonnant de constater ce genre de planification à long terme. Alors au cours de cette vidéo, on l'a vu, le domaine du spatial évolue. Multiplication des lancements de satellites, augmentation du nombre de puissances spatiales, arrivée d'acteurs privés, projets lunaires. Le problème, c'est que le cadre juridique actuel est insuffisant. On l'a vu tout à l'heure, il repose essentiellement sur le traité de 1967, mais qui est incomplet. Et 2 visions s'affrontent. D'un côté, on a les accords Artemis, qui prônent une interprétation permissive du traité de 67, c'est-à-dire l'autorisation d'exploitation des ressources spatiales, la création de zones de sécurité autour des sites d'extraction, et la reconnaissance du rôle central des acteurs privés. Et à l'opposé, on a la Chine et la Russie qui souhaitent une gouvernance multilatérale stricte au niveau de l'ONU et la création d'un droit international spatial, tout comme on a un droit de la mer et donc des eaux internationales. C'est donc 2 visions divergentes, et concernant la Lune, les puissances engagées ne se contentent plus d'exploration comme c'était le cas dans les années 60 ou 70, mais ont pour objectif une exploitation de l'astre. Et dans ce contexte, l'accord international de 1979, qui souhaite reconnaître le statut de patrimoine mondial de l'humanité pour la Lune et ses ressources naturelles, n'est pas prêt d'être reconnu. Vous voyez ici les pays qui l'ont signé et ceux qui l'ont ratifié. Ils sont bien peu nombreux et on n'y voit aucune des grandes puissances citées tout au long de la vidéo. Donc sans nouveau cadre accepté par tous, l'espace et la Lune pourraient devenir le théâtre de nouvelles rivalités technologiques, scientifiques et stratégiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'elle a été faite en collaboration avec la revue Questions Internationales et elle est notamment en rapport avec ce numéro dédié au spatial et à la Lune. Mais vous trouverez plein d'autres thématiques évidemment. Si la vidéo vous a plu, aidez-moi à la mettre en avant en mettant un like, en la boostant ou avec un commentaire et un partage. Encore merci à tous les tipeurs qui me font des dons sur la plateforme Tipeee. Et pour les rejoindre, vous avez le lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!